La piste de sang s'enfonçait vers l'est, à travers les ombres des pins et le gel de décembre. Jake Colton avait traqué un cerf blessé pendant 2 jours, mais cette fois, c'était différent. Les gouttes cramoisies étaient trop fraîches, trop humaines. Sa main se serra sur sa carabine, aiguisant ses sens comme une lame polie par des années de reconnaissance à cheval. Puis, il la vit, une femme apache, le visage dans l'eau gelée d'un ruisseau, les poignets liés derrière le dos par des lanières de cuir brut, battue, à moitié morte. Chaque muscle de Jake se figea. 3 ans qu'il vivait seul dans ces montagnes, fuyant ses fantômes. 3 ans qu'il n'avait touché un autre être humain qu'avec suspicion. Et maintenant, cela, une femme du peuple même qu'il avait autrefois chassée. Une femme laissée pour mourir comme un déchet. Son doigt effleura la gâchette. « Éloigne-toi » murmura la voix dans sa tête. Ce n'est plus ta guerre. Mais ses yeux s'ouvrirent. Sombers, Defiance, Invictus. Et Jake Colton fit un choix qui allait tout changer. Restez avec moi, car ce qui va suivre, vous ne le verrez pas venir. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et c'est parti. Décembre 1878, territoire du Nouveau-Mexique. À 60 km à l'est du fort Stanton, là où les montagnes Sacramento gardaient leurs secrets dans les pins et la roche. Jake coupa les lanières de cuir des poignets de la femme avec son couteau de chasse. Ses mouvements étaient précis, professionnels. Elle ne sia pas, ne parla pas, se contentant de le regarder de ses yeux noirs et froids, calculant s'il allait achever ce que l'autre avait commencé. Il n'était plus un jeune homme, 39 ans, des fils gris traversant sa barbe et une cicatrice de l'oreille à la mâchoire, souvenir d'une lance apache en 73. Ses mains, autrefois assez stables pour enfiler une aiguille à 50 mètres, tremblaient légèrement des trop nombreux bivouacs par froid et des nuits sans sommeil. Doucement, murmura-t-il en enlevant son manteau de laine. Je ne vais pas vous faire de mal. Elle comprenait l'anglais. Il le vit au léger élargissement de ses pupilles, mais elle ne dit rien quand il enroula le manteau autour de ses épaules, remarquant les motifs mescalero sur ce qui restait de sa robe en peau de cerf. Il remarqua aussi les anciennes cicatrices sur ses poignets, marques de cordes guéries depuis des mois. Ce n'était pas la première fois qu'elle portait des chaînes. Elle avait peut-être 26 ans, des épaules solides et des mains calleuses. Une travailleuse, une survivante, et belle de cette beauté âpre, celle que la frontière grave sur ceux qui refusent de se briser. « Pouvez-vous marcher » demanda Jake. Elle essaya, fit 3 pas avant que ses jambes ne la lâchent. Il la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, et pendant un instant dangereux, leurs visages furent à quelques centimètres. Il sentit l'odeur de fumée de pain dans ses cheveux, vit la rougeur de la fièvre sur ses joues, sentit le muscle mince sous le tissu déchiré, un corps bâti pour l'endurance, pas pour l'ornement. « Cœur » murmura-t-elle. « Un nom ou une prière ?»« Shai, mon fils. » Puis, elle perdit connaissance. Jake la porta sur 3 miles à travers la neige et les ombres des pins jusqu'à sa cabane creusée à flanc de montagne. Après la mort de Marie et Emma de la diphtérie alors qu'il était en patrouille, après être rentré pour les trouver froides dans leur lit, après cela, Jake Colton n'avait désiré que l'isolement et le silence. Mais maintenant, il avait ça. Il nettoya ses blessures avec du whisky et de l'eau de ruisseau, banda ses côtes meurtries par les coups, recouvrit la plaie au couteau dans sa cuisse avec des lanières déchirées de sa chemise de rechange. Tout à la lueur d'une lampe, tout en silence, tandis qu'à l'extérieur, le vent de décembre hurlait comme des loups. Sa fièvre tomba le 3e jour. Jake coupait du bois quand il entendit un mouvement à l'intérieur. Il saisit le revolver Colt de sa ceinture et poussa la porte, prêt à tout. Elle était recroquevillée dans le coin, son manteau toujours autour d'elle, les yeux sauvages de peur et de combat. « Tout va bien » dit Jake lentement, en gardant les mains visibles. « Vous êtes en sécurité ici. » Elle ne le crut pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? Alors, il fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il posa son arme sur la table, loin d'eux, et tourna le dos à la porte. « La nourriture est là » dit-il en pointant le pot de ragoût de lapin. « De l'eau aussi. » Puis il la laissa seule. Les jours passèrent dans un silence prudent. Jake n'entrait que pour entretenir le feu et laisser de la nourriture. La femme le regardait comme un animal acculé, prêt à fuir ou à mordre, mais elle mangeait, et lentement, le désespoir sauvage dans ses yeux se transforma en une curiosité lasse. Le 8e jour, il entra et la trouva debout. À peine,
une main appuyée contre le mur de rondins, la mâchoire tendue de détermination. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle en anglais approximatif. « Rien, dit-il. Vous étiez blessé. Je vous ai aidé. C'est tout. Des hommes comme vous tuent mon peuple. » Jake ne pouvait pas le nier. Il avait porté l'uniforme bleu, chevauché avec la cavalerie contre la bande de Victorio, vu des choses faites aux prisonniers apaches qui le tenaient éveillé la nuit. « Je l'ai fait, admit-il. J'étais soldat. Mais je ne le suis plus. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis fatigué de la mort, » dit-il enfin. Quelque chose changea dans son expression. Pas la confiance, pas encore, mais la compréhension. Elle lui dit son nom le 10e jour. Naeli. Il lui apprit des mots anglais, eau, nourriture, douleur, sécurité. Elle lui apprit des mots apaches. Chiki, mon ami, Danzo, porte-toi bien. Un soir, alors que l'obscurité s'installait sur la montagne, Naeli commença à chanter. C'était une berceuse, lancinante et basse, pleine d'un chagrin qui n'avait pas besoin de traduction. Jake était assis près du feu, façonnant un nouveau manche de hache, et écoutait une mère chanter pour un enfant dont elle avait été arrachée. Quand la chanson se termina, il parla sans la regarder. « J'ai eu une fille une fois, Emma. Elle avait 6 ans quand la fièvre l'a emportée. La mort, le même genre de mort. Puis votre femme, Marie. Même fièvre, même semaine. » Il garda les yeux sur les copeaux de bois qui s'enroulaient de son couteau. « J'étais en patrouille. Je suis rentré pour trouver les 2 froides dans leur lit. » Encore le silence, puis des pas légers. Naeli s'assit en face de lui près du feu, enveloppé dans une couverture. À la lueur du feu, son visage était fait de plaine et d'ombre, des pommettes hautes, une mâchoire forte, des yeux qui avaient trop vu. Elle baissa la main et dessina quelque chose dans la cendre avec son doigt. Un bonhomme allumette. Une plus petite silhouette. Un enfant. Cœur, dit-elle doucement. Mon fils, 4 ans. Elle leva les yeux vers lui. Il m'attend. Jake comprit. Alors, elle n'était plus seulement une femme apache. Elle était une mère. Et tout ce qu'elle avait enduré, la capture, la torture, l'évasion, elle l'avait fait pour retrouver son garçon. Nous trouverons un moyen, entendit-il dire. Je vous aiderai à le retrouver. Le regard qu'elle lui lança aurait pu faire fondre la neige. 17 jours après l'avoir trouvé, Jake descendit à Lincoln pour s'approvisionner. Dans le saloon, il entendit 2 hommes parler à une table d'angle. Pettigrew offre 2 cents pour cette apache. On dit qu'elle sait où la bande Mescalero se cache. La main de Jake se serra sur son verre. Où est Pettigrew maintenant? Il retourne vers la chaîne Sacramento. Jake laissa son whisky inachevé et fila vers la cabane. Il arriva après la nuit. Naeli avait un feu allumé, et l'odeur de lapin rôti remplissait le petit espace. Elle avait préparé un repas, son lapin, mais assaisonné d'herbes sauvages qu'elle avait cueillies. Dans un style informel, ils mangèrent en silence confortable. Puis Naeli rompit le silence. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Jake posa son assiette en étain. « Parce que je ne pouvais pas vous laisser mourir. Les hommes blancs ont tué mon mari. Fort Stanton. Il y a 2 ans. Son anglais s'améliorait. Pourquoi êtes-vous différent? Peut-être parce que je suis fatigué de faire partie de cette histoire. » Elle se leva, bougeant avec cette grâce inconsciente qu'il avait remarquée. Elle traversa le petit espace jusqu'à être assez près pour qu'il voie la lueur du feu se refléter dans ses yeux. Elle tendit la main, hésita, puis toucha la cicatrice qui descendait sur son visage. « Vous souffrez aussi. » Ses fingertips étaient chaudes. Jake retint son souffle. « Lance Apache, dit-il. 1873, mon mari, soldat blanc. Bale. 1877. Elle soutint son regard. Nous avons tous les 2 des cicatrices. Ils étaient si près maintenant. Assez près pour que Jake voie le battement de son pouls dans sa gorge. Pour sentir l'odeur de fumée de pain et de sauge dans ses cheveux. 3 ans. 3 ans qu'il n'avait pas touché une femme. 3 ans qu'il n'en avait pas eu envie. La main de Naeli remonta, se posant sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur, sentant le martèlement contre ses côtes. « Wattie, dit-elle, son nom dans son anglais accentué. Je vous vois. Vous me voyez. » Et puis elle l'embrassa. Ce ne fut pas doux. C'était désespéré.
Deux naufragés trouvant de l'air. Sa bouche était chaude et urgente, ses mains tirant sur sa chemise. Les bras de Jake l'entourèrent, une main s'emmêlant dans ses longs cheveux noirs, tandis que l'autre pressait contre le bas de son dos. Ils se séparèrent, haletants. Naeli réussit-il? Vous n'êtes pas obligé. Je sais. Ses yeux étaient féroces, sans excuse. Je veux que vous compreniez. Je veux ça. Elle l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, et se dirigea vers le lit. Ils firent l'amour à la lueur du feu tandis que le vent de décembre faisait vibrer les volets. Naeli le déshabilla lentement, ses doigts traçant de vieilles cicatrices, des blessures par balles, des coupures de couteau, la carte routière d'une vie violente. Quand il défit la robe en peau de cerf qu'elle portait, elle était tout muscle mince et peau brune. Belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec la douceur. Ses seins étaient petits et fermes, ses tétons durcissants dans l'air froid. La courbe de sa hanche s'adaptait parfaitement à sa paume. Elle s'assit sur lui sur le lit étroit, s'enfonçant en lui avec un soupir qui était moitié douleur, moitié plaisir. Ils bougèrent ensemble, d'abord lentement, puis montant vers quelque chose de féroce et presque furieux, comme s'ils combattaient la mort elle-même, combattaient la solitude, combattaient le monde qui disait qu'ils ne pouvaient pas avoir cela. Quand ils eurent fini, elle s'effondra contre sa poitrine, tous deux luisants de sueur. Son cœur battait contre ses côtes. « Cœur, murmura-t-elle. Je dois retourner auprès de mon fils. » La réalité revint en force. Les bras de Jake se resserrèrent autour d'elle. « Je sais, et je vous y conduirai. » Ils firent l'amour 2 fois de plus avant l'aube. Plus lentement, tendrement, se mémorisant comme des soldats avant la bataille. Le lendemain matin, Jake se prépara pour le voyage. 2 chevaux, 5 jours de nourriture, munitions, couverture chaude. Les hommes qui vous ont prise vous cherchent, dit Jake à Naeli. Dirigé par un homme nommé Cyrus Pettigrew, ex-cavalier. Il trafique de la marchandise humaine maintenant. Les yeux de Naeli devinrent durs comme le silex. Je connais cet homme. C'est celui qui... Elle toucha sa gorge où des ecchymoses pâles étaient encore visibles. Alors il essaiera encore. Nous irons vite. Restons hors des sentiers principaux. Et s'il nous trouve, alors je le tue. Ils chevauchèrent vers l'est à travers la forêt de pins. Cette nuit-là, ils campèrent dans un creux où 3 pins formaient un brise-vent naturel. Après avoir mangé, Naeli se rapprocha de lui près du feu. « Parlez-moi d'Emma, dit-elle doucement. Il le fit. Il lui parla d'une petite fille qui cueillait des fleurs sauvages et les laissait sur son oreiller. Qu'elle voulait être institutrice quand elle serait grande. Elle vous aurait aimé, conclut Jake. Naeli posa sa tête sur son épaule. Quand je retournerai auprès de mon peuple, ils vous demanderont. Dites-leur qu'un homme blanc vous a aidé parce que c'était juste. Rien de plus. Mais c'est plus. Elle leva les yeux vers lui. Pour moi, c'est beaucoup plus. Ils firent l'amour cette nuit-là, enveloppés dans des couvertures. Calmes et désespérés. Sachant que le temps était compté. Le 2e jour apporta une neige abondante. Ils continuèrent mais plus lentement maintenant. Jake vit les traces vers midi. 5 chevaux suivant un chemin qui croiserait leurs pistes dans la journée. Pettigrew, dit-il. Cette nuit-là, ils se réfugièrent dans une grotte. Naeli se blottit contre lui pour se réchauffer, tremblant. J'ai peur, murmura-t-elle. Moi aussi. Si elles me reprennent, elles ne me laisseront pas. Les bras de Jake se resserrèrent autour d'elle. Je vous promets. Na. Elles ne le feront pas. Elle inclina la tête pour l'embrasser, doucement, longuement. Vous me manquerez, dit-elle, quand ce sera fini et que je serai avec mon fils. Vous me manquerez chaque jour. Et vous me manquerez chaque nuit. Ils se tinrent dans cette grotte sombre, écoutant la neige tomber et les chevaux hennir, sachant que demain apporterait du sang. Ils arrivèrent à l'aube, le 3e jour. 5 cavaliers émergeant des arbres, s'étalant pour bloquer le chemin. Celui en tête était assis droit sur sa selle, portant un manteau de cavalerie avec l'insigne arraché. Cyrus Pettigrew. Cole. La voix de Pettigrew porta à travers la neige. Ça fait longtemps, sale traître. Jake s'avança, la Winchester en main. Derrière moi. Naeli se déplaça vers les chevaux, atteignant la carabine dans la sacoche de selle. Pettigrew, toujours en train de trafiquer de la misère humaine. Cette escouade vaut 2 cents $ pour moi.
Donnez-la-moi et je vous laisserai partir. Elle n'est pas à vendre. Vous avez témoigné contre moi, Cole. Vous m'avez coûté mon grade, ma pension, tout. Pettigrew se pencha en avant. Et maintenant, vous protégez des sauvages. Qu'est-il arrivé? Vous êtes passé du côté des sauvages. Jaque leva la Winchester. Dernière chance, Cyrus. Desperas. Impossible. J'ai besoin de cette Apache. Elle sait où son peuple se cache. Derrière Jake, Na parla en anglais clair. Je n'ai plus peur de vous, serpent. Vous m'avez battu. Vous m'avez blessé. Mais je suis toujours là, et vous ne me reprendrez pas. Les yeux de Pettigrew se fixèrent sur elle. Elle a la langue bien pendue. Ne vous inquiétez pas, je briserai cet esprit avant de vous vendre. Puis il attira son arme. Tout se passa en battements de cœur. La Winchester de Jake aboya, arracha le cavalier à la gauche de Pettigrew de sa selle. La carabine de Na claqua, et un autre homme tomba, se tenant l'épaule. Pettigrew tira. La balle frappa Jake dans l'épaule gauche, le faisant tournoyer. Il tomba lourdement, la neige explosant autour de lui. Naeli n'hésita pas. Elle lâcha la carabine, tira le colt de Jake de sa ceinture, et tira 2 fois. Le premier coup atteignit Pettigrew à la poitrine. Le second le toucha à la gorge alors qu'il tombait de son cheval. Les 2 cavaliers restants firent tourner leurs chevaux et s'enfuirent. Naeli s'agenouilla à côté de Jake, les mains déjà pressées contre la blessure. Le sang suintait entre ses doigts, chaud et rouge sur la neige blanche. Jake, reste avec moi. Il cligna des yeux vers elle. Vous avez bien tiré. Vous m'avez appris, homme têtu. Des larmes coulaient sur son visage. Vous ne mourrez pas. Vous m'entendez? Elle déchira des lanières de sa chemise, bourra la plaie, la banda serrée avec des mains tremblantes, tout en lui parlant dans un mélange d'anglais et d'apache. Priers, jurans, promesses. Je vais bien, réussit Jake. Ça fait juste un mal de chien. Le son de sabots les fit tous les 2 se figer, mais ce n'étaient pas les hommes de Pettigrew. 4 cavaliers de cavalerie émergèrent des arbres, menés par un sergent grisonnant. Dutch Kowalski, vieil ami de Jake du fort Stanton. Dutch descendit de cheval, jaugea la scène. 2 hommes morts, Jake saignant dans la neige, une femme apache avec une arme encore à la main. Nom de Dieu, Jake, tu as toujours eu un talent pour te mettre dans le pétrin. Dutch, quoi? Comment. Je pensais que vous pourriez avoir besoin de renfort. Dutch regardana. C'est la femme apache que Pettigrew chassait. Elle n'est pas à vendre. Je ne pensais pas qu'elle l'était. Dutch lui tendit la main pour aider Jake à se relever. Vous avez de la chance, vieil ami. Cette balle a évité l'os. Ils atteignirent le camp Mecalro le 5e jour. Dutch et ses hommes les escortèrent, non pas comme des prisonniers, mais comme une protection. Le camp Apache était caché dans un canyon. Environ 30 personnes se réfugiaient dans des tipis. Vieux hommes, femmes, enfants. Puis un petit garçon s'échappa du groupe. Shima. Le cri transperça l'air froid. Shima. Naeli glissa de son cheval et courut. Elle prit Ko dans ses bras, tous 2 sanglotants, parlant un Apache rapide qui n'avait pas besoin de traduction. Une mère réunie avec son fils. Jake regarda de son cheval, un bras en écharpe, le cœur se brisant en 2. Un vieil homme Apache s'approcha. Il étudia Jake avec des yeux qui avaient vu toute une vie de guerre. Vous l'avez ramenée, dit le vieil homme en anglais. Elle n'a jamais été à moi à garder. Vous auriez pu la garder. Les hommes blancs font ce qu'ils veulent. Pas cet homme blanc. Le vieux guerrier hocha lentement la tête. Vous l'aimez. Oui, mais vous savez qu'elle doit rester pour le garçon. Je sais. Le vieil homme posa une main burinée sur l'épaule de Jake. Vous êtes un ennemi honorable. Puis Naeli revint, Ko accroché à sa hanche. Le garçon regarda Jake avec d'immenses yeux sombres. Cœur, dit doucement Naeli. C'est mon ami Wyatt. Jake descendit soigneusement de cheval, s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux du garçon. Bonjour, Ko. Votre mère est très courageuse. Le garçon enfouit son visage dans le cou de Naeli. Elle regarda Jake, et dans ses yeux, il vit tout ce qu'il ne pouvait pas dire, alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle tendit la main, posa une main sur le cœur de Jake.
Je peux voir, dit-elle, puis plus doucement. Chidé, mon cœur. Plus que ça, murmura Jake. Elle l'embrassa. Longuement, désespérément, pour toujours. Puis elle se tourna et entra dans le camp, son fils dans ses bras, sans regarder en arrière. Le retour fut silencieux. Jake ne parla pas. Il regarda simplement les montagnes et se souvint de la lumière du feu sur la peau brune. Se souvint des rires. Se souvint d'une femme qui lui avait appris qu'il pouvait encore ressentir autre chose que du chagrin. 3 jours plus tard, Dutch le laissa à sa cabane. Vous allez vous en sortir, un jour. Elle a fait le bon choix pour son fils. Je sais, mais ça fait quand même mal de chien. Juin 1879. Jake réparait la clôture quand il entendit des hennissements de chevaux. Sa main tomba sur le colt à sa hanche. VA's habitudes. Mais alors, il la vit. Naëlie chevauchant une jument peinte, portant une robe à pages traditionnelle. Ses cheveux longs et libres dans le vent d'été. Il resta figé, marteau à la main, effrayé de cligner des yeux au cas où elle serait un fantôme. Elle descendit de cheval, s'avança vers lui avec la même grâce assurée. S'arrêta à 1 mètre. Co est en sécurité, dit-elle. Mon peuple part vers le sud. Mexique. Il part avec son oncle. Et vous? Je suis resté avec lui 6 mois, mais mon cœur. Elle posa sa main sur sa poitrine. Mon cœur n'était pas là. Jake lâcha le marteau. Naëlie, si vous voulez toujours de moi. Il réduisit la distance, la serra dans ses bras, l'embrassa comme un homme qui se noie. J'ai attendu chaque jour, dit-il contre sa bouche. Je sais. Elle sourit à travers les larmes. Ce sera difficile. Je m'en fiche. Moi non plus. Ils restèrent là, sous le soleil d'été, 2 personnes brisées qui s'étaient trouvées dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des années, Jake Colton ressentit quelque chose comme de l'espoir. Derrière eux, les montagnes se dressaient éternelles. Témoins silencieux d'un amour né de la miséricorde et arrosé de sang. Le genre d'amour qui n'arrive que lorsque la nature sauvage dépouille tout ce qui est faux et ne laisse que ce qui est vrai. Ils s'étaient choisis contre l'histoire, contre la haine, contre un monde qui ne comprendrait jamais. Mais ce monde ne vivait pas dans ces montagnes. Ici, il n'y avait que le ciel et la pierre, que la survie et le silence. Seulement eux. L'Ouest n'a jamais été doux, mais parfois, juste parfois, il faisait de la place à l'amour. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la frontière. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Consultez la playlist pour plus d'histoires comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, roulez.